Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour du décret Bax. On va Bonjour. attendre, on va attendre quelques minutes que les gens nous rejoignent et on commencera la présentation. Quoi, on se dit 2 minutes? Oui, on va attendre 2 minutes. Ouais. On est à combien là? On est à 50 personnes, c'est ça? Pas mal. Bonjour. Alors vous avez Monsieur Boiteux l'a vu, vous avez un canal questions-réponses qui va être disponible tout au long de la présentation et du webinaire. Je vous invite à y poser les questions que vous avez au sujet de ce qu'on présente. Et à chaque fin de chapitre, on balayera un Hmm. petit peu les questions qui ont été mises et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Et si on n'a pas de réponse tout de suite, on les mettra dans le frigo, comme on dit. Et on vous adressera une réponse plus tard, si on vous identifie. Déjà commencer par se présenter, à la limite, de toute façon, ça c'est. Oui, je t'en prie. Donc moi je suis Florian. Globalement, je suis, on va dire, référent du décret Bax pour les énergie managers d'Adviseo. Donc le pôle énergie manager, qui représente une cinquantaine de personnes, et qui s'occupe de tout ce qui touche tout le métier de conseil autour de l'énergie. Et de mon côté, Pierre Berthe, je suis directeur des opérations chez Adviseo et donc en charge de notamment la partie automatisme et donc tous les automaticiens qui font des installations sur site ou qui connectent un hyperviseur qu'on appelle cockpit. On reviendra sur nos services pendant le webinaire, mais du coup, on est vraiment les deux pendants de la compétence des Crebax chez Adviseo, c'est-à-dire la partie réalisation-intégration de mon côté et la partie conseil et assistance Hmm. client du côté de Florian. C'est ça. On va commencer. Alors, je vais juste réinitialiser le temps. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire autour du décret Bax. On a voulu l'orienter vraiment sur l'approche pragmatique. Alors, vous avez tous noté qu'il y a eu une baisse des financements récemment. On y reviendra aussi pendant la présentation. Mais l'objectif de notre webinaire, c'est vraiment de vous donner les clés, en tout cas les clés qu'on a, nous, Hmm. de conduite d'un projet de performance énergétique sur un parc immobilier qui intègre et qui enclenche le décret Bax sur tous les sites où c'est nécessaire. On va commencer par nous présenter, bien sûr, qu'est-ce qu'est Adviseo et comment on peut avoir de l'expérience dans ce sujet-là. Donc Adviseo a une dizaine d'années d'existence, créée en 2013 au sein du bureau d'ingénierie CETEC, plus de 3000 collaborateurs français en conception et maîtrise d'œuvre. De 2013 à 2020, on a vraiment développé l'entité et les services autour de l'énergie, c'est-à-dire plateforme d'agrégation et de suivi de données et conseil en énergie autour de la performance énergétique, des économies d'énergie, etc. On a donc société basée à Paris, hein, mais qui s'est répandue sur trois villes en France, Lyon, Marseille et Nantes, au fil des 5 années qui ont passé après. Ah, je t'entends plus, est-ce que c'est que moi? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ah, ouais, là c'est bon, on t'entendait plus. Enfin, en tout cas, moi je t'entendais plus. Ah, il y a des pouces qui se lèvent. Ah, et vous m'entendez bien là? Là c'est bon. Bon, désolé, j'ai eu un problème de casque. Voilà, ça Ouais. arrive. Je disais- Donc c'est bon. J'avais un retour très mauvais du casque. Donc oui, ce que je Tu en disais, c'est de... étais aux agences et donc j'imagine. Ouais. Donc depuis 2024, on a rejoint le groupe Hager, qui est
un des plus grands fabricants européens d'électricité, de matériel électrique, avec des usines basées en France, en Allemagne principalement, mais un peu partout. Et Hager a une société qui est dans son giron, qui s'appelle Efficia, qui est un des leaders français de l'intégration et de la GTB. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, on s'est rapproché aussi d'Efficia, Adviseo, ce qui nous permet de diversifier un peu nos gammes et nos produits. On en parlera un peu tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, alors je vois des gens qui lèvent la main juste pour. On ne prendra pas le temps de répondre et d'interagir en direct, désolé, mais on a un planning un peu serré. Mais vous avez un canal questions et réponses Q et R sur l'accès. Hmm. Je vous invite à poser vos questions et à chaque fin de chapitre, on y viendra. Et du coup, aujourd'hui, Adviseo, c'est plus de 130 collaborateurs, une cinquantaine d'énergéticiens, chauffagistes, frigoristes qui font vraiment ce qu'on appelle la performance énergétique chez nous, et une dizaine, quinzaine d'automaticiens qui font à la fois l'intégration GTB sur site, on y reviendra aussi, et la construction, paramétrage et gestion d'un hyperviseur qu'on appelle Cockpit. On a plus de 300 clients. On a réalisé en 2023 13 millions de chiffre d'affaires. On a réalisé 17 et quelques millions en 2024. Donc, on a toujours la même croissance sur les années. Et par l'action qu'on a menée sur les clients avec qui on travaille, on a permis d'économiser l'équivalent de la consommation électrique des habitants de la ville de Toulouse en 2023. Voilà, donc ça représente quand même une portion non négligeable de la consommation française. Je vous présente ici les principaux clients. Alors, il y en a 300, donc je ne vais pas aller sur tous, mais voilà, c'est les clients, parmi les clients les plus importants qu'on ait, à la fois dans le public et dans le privé. On a une centaine de collectivités territoriales, donc départements, régions, villes, métropoles, etc., ou ensemble hospitalier, par exemple, aussi. Euh, on a aussi beaucoup de partenaires dans la santé, dans le retail, dans la gestion patrimoniale. Vraiment les cibles avec qui on a vraiment une affinité à travailler, avec qui on fait des choses qui sont très pertinentes, c'est les propriétaires multisites avec des patrimoines très importants et du coup avec des contraintes de gestion de ce patrimoine multisite qu'on peut aider à compléter. Donc, c'est des clients pour qui on fait du suivi énergétique, de l'action, de la mise à disposition de données et du pilotage. Je leur dis là de manière un peu plus dense, mais on est toujours centré sur les économies d'énergie. Ce qu'on constate et ce qu'on propose à nos clients, c'est d'aller jusqu'à 15% d'économie sans travaux. On y reviendra longuement, mais notamment en optimisant les régulations, en gérant et en détectant les dérives sur site et à distance, avec des services techniques, par exemple, quand il y en a. Euh, et, euh, Et du coup, pour ça, on a toute une phase de connexion, c'est-à-dire aller récupérer les données à la fois des fournisseurs d'énergie, hein, à la fois les factures, à la fois les consommations, à la fois les données temps réel des distributeurs, que ce soit Enedis, GRDF ou des régies. On a aussi toute une partie instrumentation en capteur pour aller densifier un petit peu la mesure, que ce soit du sous-comptage, du confort, de la qualité d'air, etc. Et du coup, la gestion de tous ces flux de données, qui est un sujet, hein, bien sûr, parce que ça fait un énorme volume de données en temps réel. Donc tout ça est regroupé dans la partie analyse autour de Savvy, qui est notre plateforme d'EMS, de gestion énergétique globale, qui nous permet d'aller faire une data visualisation, de l'alerting, et du coup, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais proposer également et suivre des schémas directeurs énergie. Ensuite, on a l'action qui peut être à distance ou sur site, qui peut être faite de ces deux vecteurs et qui s'enrichit l'un de l'autre aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que des changements de paramètres ou des changements de fonctionnement sur des sites, ça demande systématiquement une coordination avec beaucoup d'acteurs, les occupants, les mainteneurs. Enfin voilà, il y a toujours une multiplicité d'acteurs qui doivent être intégrés dans les échanges et qu'on gère aussi. Et on peut aller jusqu'à des engagements de performance ou des contrats de performance énergétique pour ceux qui connaissent, soit en direct sur des travaux localisés, soit avec des mainteneurs, par exemple. Et enfin, la dernière brique, celle qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est la partie pilotage. Donc, à la fois déployer des automates, déployer ce qu'on appelle des GTB, des PAX, hein,
et remonter des hyperviseurs, remonter les données sur un hyperviseur qu'on appelle Cockpit, qui est notre solution. Donc, ce qu'on propose, et on est toujours sur le multisite massif, hein, c'est d'aller faire une connexion en multisite qui permet d'accéder à chaque élément de manière un petit peu plus aisée qu'en allant sur place. Et avec Efficia, on a aussi densifié notre offre par le pilotage 24/7, c'est-à-dire pilotage en temps réel de tous les équipements connectés avec un centre d'appel et de gestion qui vous permet de vous simplifier la vie sur la gestion tous les jours. Si j'essaie de recentrer maintenant sur le décret BAX, donc là, vous avez le diagramme qui fait partie du décret, hein, qui est qu'un système de GTB, un BAX, c'est la transcription anglaise de GTB, c'est BAX, à quelques près, doit être à la fois une solution qui permet un suivi énergétique très détaillé et très précis, c'est quelque chose qu'on fait via Savvy, et à la fois un système qui permet une régulation fine sur tous les équipements concernés, ou les systèmes techniques, avec un échange entre systèmes techniques, c'est quelque chose qu'on fait via Cockpit. Cockpit et Savvy, je le redis, ce sont deux solutions qui sont développées, exploitées, maintenues par Adviseo en propre. Et du coup, c'est les deux côtés de la même pièce. C'est-à-dire que les informations qui sont dans l'un transitent sur l'autre et inversement. Donc c'est quelque chose qui permet de répondre au décret BAX de manière complète et approfondie, sachant que pour pouvoir faire ça, il faut asservir des points de mesure et d'action sur le terrain, sur des usages qu'on détaille en dessous, qui sont, alors, dans le décret BAX, tous les usages sont assujettis et on y viendra sur conditions de rentabilité. Donc, c'est un des éléments qu'on va balayer tout à l'heure. On a aussi toute une partie, on l'a bien dit, un conseil énergétique sur donc, des audits énergétiques, des audits BAX, qu'est-ce qui est assujetti, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas. La partie schéma directeur, de l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour conduire les travaux chez les clients qui le souhaitent. Et je le disais, mais avec Efficia, la capacité à faire du pilotage en temps réel sur les sites. Voilà. Effectivement. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait faire. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va dire, donc en faisant un petit état des lieux de la réglementation autour du décret BAX. D'abord, on voulait commencer par vous montrer deux petits exemples de ce qu'on retrouve sur le terrain en ce moment. Donc, c'est juste presque une capture d'écran, on va dire, de ce qu'on a retrouvé ces derniers temps. Donc là, la première à gauche, là, la classe A est indispensable. C'est un de nos clients qui nous a fourni ça, d'un audit BAX, où le bureau d'études, en fait, finalement, disait que comme la GTB sur site était de classe C, elle ne répondait pas aux exigences du décret BAX et qu'il fallait être de classe A minimum, de classe A ou B. Bon, on met vrai ou faux un peu pour provoquer le débat, même si nous on a. Bon, il n'y a pas de question, enfin, pour nous c'est faux. Mais voilà, c'est pour voir un petit peu ce que vous avez déjà rencontré ce genre d'éléments sur le terrain, ça permet un peu de nourrir le débat. Et le deuxième, compatibilité classe A. Pierre, c'est toi qui l'avais vu? Oui, le diable se cache toujours dans les détails, mais la compatibilité classe A n'est pas la classe A. Là, ce qui est marqué dans le devis, c'est le devis d'un intégrateur, hein, qu'on a vu dans une mission de conseil, où le système d'automatisation présente des fonctions de régulation de classe A. Ça veut dire, si on lit entre les lignes, que l'automate peut faire de la classe A, mais que les équipements qui sont derrière ne sont pas en classe A, ne sont pas capables de les assurer. Donc, si on déduit, donc, la classe de la GTB obtenue à la fin des travaux n'est pas de classe A. Même si l'automate peut l'être, ça ne le sera pas. C'est vraiment important de suivre de bout en bout. Et pour autant, on peut imaginer que la classe A, les financements ont été demandés et reçus pour autant. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, ça peut poser problème. Donc, en tout cas, on voit que voilà, il y a encore du chemin sur la compréhension du décret. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire aujourd'hui un petit état des lieux. Donc, où en est la réglementation? Bon, là, je rappelle rapidement ce que c'est que le décret BAX. Donc, c'est ça, l'obligation, c'est le décret BAX, hein, et non pas la norme. Donc le décret BAX, c'est une obligation réglementaire avec on va dire, une notion de temps de retour sur investissement qui est très importante et qui permet de moduler cette obligation. Donc là, il y a les 3 points, vous savez, vous connaissez sûrement déjà, mais les 3 points du décret BAX qui sont la première sur la répartition des consommations par zone fonctionnelle, donc là toute cette partie de sous-comptage.
Il y a ensuite, une fois qu'on a récupéré ces informations, ces données de comptage, toute la partie autour de l'analyse des consommations et les alertes associées, donc de baisse de performance, etc. Le deuxième point important. Et le troisième, le gros du sujet quand même, c'est l'interopérabilité sous condition, hein, encore une fois. Mais en tout cas, l'interopérabilité des systèmes, donc faire finalement la GTB en tant que telle, avec des fonctions intelligentes. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire. Ensuite, on a mis en plus, parce qu'il faut le voir vraiment comme une opportunité, on va le répéter plusieurs fois hein, dans ce webinaire, l'opportunité de financement, donc c'est les fameuses classes A et B, qui ne sont pas obligatoires, encore une fois, donc la classe A est un petit peu plus performante que la classe B, mais donc qui sont là pour apporter du financement, mais n'ont pas d'obligation réglementaire associée. C'est vraiment à étudier au cas par cas. Les actualités, donc c'est la baisse des financements principalement, hein. On va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Je vous montrerai un graphique qui vous montre ça plus en détail. Et bien sûr, depuis le début de l'année, l'entrée en vigueur de l'obligation, donc du décret Bax. Donc, pas de panique non plus, hein. On voit, c'est le premier chiffre qu'on présente ici, c'est qu'il y a une énorme part du parc qui n'est pas encore équipé d'une GTB. Bon, pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, voilà, c'est factuel. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que vous n'êtes probablement pas les seuls si vous n'avez pas équipé tous vos bâtiments. L'autre point intéressant, c'est la part de GTB qui sont peu ou mal utilisées. Donc là, on vient sur une... Enfin, voilà, c'est intéressant, ça montre qu'est-ce que ça dénote. On peut imaginer que ça a un lien avec le financement. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des GTB qui ont été installés grâce au C2E, mais qui vont pas être utilisés parce que pas bien, peut-être pas bien documentés. On va y revenir. Enfin voilà, il y a potentiellement des biais comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur les actualités, enfin l'état des lieux plutôt, donc la grande disparité des coûts aussi, hein, ça on va y revenir un petit peu à la fin sur la partie analyse des devis. Mais voilà, c'est vrai que vous avez peut-être déjà vécu ça, c'est-à-dire que pour un même bâtiment, vous vous retrouvez avec des écarts de 1 à 5, et j'ai déjà vu plus même. Donc là, comment l'expliquer? Ça, on va y revenir un petit peu. Ensuite, ce dont on parle là, c'est ce que vous a montré un petit peu avec le schéma de droite. Finalement, il faut revenir, et on va y revenir plusieurs fois, mais un peu fondamentalement à quoi ça sert tout ça, c'est donc piloter les usages les plus énergivores. Donc on vous met, c'est bien sûr le chauffage, bien sûr la clim, qui sont les premières cibles du décret. Donc ça, il faut vraiment pas le perdre de vue. Et c'est même au contraire, il faut maintenant se focaliser principalement là-dessus. Réduire les consommations, c'est ça l'objectif. Et on a ajouté, alors peut-être, c'est pas écrit clairement, mais l'objectif à plus long terme, peut-être que c'est cette capacité d'effacement en France qui serait introduite avec cet ajout massif de GTB. Pierre, n'hésite pas à me couper si j'ai oublié des points, si tu voyais des analyses en plus, hein. Oui, non, c'est ça, mais c'est aussi, enfin, on y reviendra quand on va détailler un petit peu les opportunités de financement, mais c'est vrai qu'il faut toujours revenir à qu'est-ce que la consommation, à quoi sert la consommation énergétique sur vos bâtiments, et quelque part, si vous voulez optimiser, si vous voulez réduire cette consommation à usage constant, sur quoi vous allez travailler en premier. Et voilà, ça apparaît comme le nez au milieu de la figure, mais le chauffage est le vecteur principal de consommation énergétique. Et du coup, si vous devez mettre en œuvre des actions de performance, elles vont toucher forcément le chauffage d'abord. Ensuite, l'eau chaude sanitaire, la climatisation. Mais c'est vraiment, pour nous, il faut revenir aux fondamentaux là-dessus. Et le décret Bax suit le décret tertiaire. On n'en a pas trop évoqué, mais c'est quand même le fond réglementaire en France aujourd'hui. C'est ça, c'est décret tertiaire pour suivre et actionner des économies d'énergie sur tous les patrimoines immobiliers. Le décret Bax est un outil pour aller chercher la performance du décret tertiaire. C'est ça. Et n'oublions pas qu'on peut, voilà, on peut tout à fait avoir une classe, enfin, voilà, on peut tout à fait avoir une classe A sur certains usages et ne pas respecter le décret VAX. Et donc c'est pas parce qu'on vous vend de la classe A que ça veut dire que ça respecte le décret VAX. Et à l'inverse, on peut tout à fait respecter le décret VAX en ayant certains usages en classe D avec ces fameuses notions de temps de retour sur investissement. Donc voilà, c'est un point qui est vraiment important. Alors, on n'est pas, heureusement, on n'est pas les premiers à le dire.
c'est heureux. Mais voilà, encore, on sent qu'il y a quand même encore beaucoup d'incompréhension là-dessus. C'est pas si simple à comprendre, mais voilà, c'est fondamental de différencier ces deux parties. De toute façon, donc, même de toute façon, les financements baissent, donc ça va rapidement recentrer le débat. Je vous montre ici un petit peu, donc j'ai fait deux scénarios bon, au même endroit avec la même hypothèse de financement, hein, 7 mégawattheures 7 euros du mégawattheure Qmac. Bon, j'ai mis comme ça, juste pour vous donner une idée, un petit peu de commerce en haut en classe A et du bureau en bas, enfin en bleu là, en classe B. Bon, on voit que ça diminue globalement pareil, même si le bureau a tendance à diminuer un poil plus vite que le commerce. Euh, Ce qu'on voit, bon, bah, voilà, hein, c'est qu'il y a une drastique réduction. Pour le moment, pour le moment, on en est là. Ce que je voulais aussi souligner ici, c'est vraiment que, alors on ne le voit pas trop parce que je les ai mélangés, les éclairages et le CS là-dessus, mais finalement, les C2E, il faut vraiment se concentrer sur, si vous voulez chercher, sur le chauffage et la clim. Le chauffage, c'est 70%, on va dire que ça représente 70% des C2E possibles, et la clim, les 20% restants. Donc, tous les autres usages se partagent finalement des miettes de C2E, et c'est très difficilement rentabilisable euh, d'aller chercher, enfin en tout cas de s'appuyer sur les financements encore plus sur les petits usages que sont, enfin, les usages que sont l'éclairage, le chaude sanitaire, la ventilation, tout ça. Donc, vraiment, si on cherche des financements, il faut au moins se concentrer sur le chauffage et la clim. En fait, c'est vraiment déterminer combien va coûter d'aller chercher de la classe B ou de la classe A, quel est le surinvestissement pour aller chercher ce niveau de finesse, et du coup, par rapport à ce surinvestissement, combien de gains de financement, entre guillemets, on va avoir pour faire le delta entre les deux. C'est vraiment cette démarche-là qui compte. Et aujourd'hui, avec l'évolution des financements tels qu'on la montre là, on voit que là où il y avait peut-être un croisement des courbes sur ces niveaux-là avant, en 2024, avant la fin de la bonification, on le trouve beaucoup moins maintenant. Donc, ceci nous amène au sujet principal du webinaire, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux et donc utiliser à fond le calcul de temps de retour sur investissement qui est disponible dans le décret BAX. Donc, je réexplique rapidement le principe du décret BAX. Alors, pour les bâtiments existants, hein, donc avant 2020, pour le neuf, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est tous les usages. Pour les bâtiments existants, il y a cette notion de temps de retour sur investissement qui fait que si certains usages ne sont pas rentabilisés en 10 ans, on peut les retirer, en tout cas ne peut pas les rendre interopérables. Donc globalement, il faut commencer un peu comme le faire en global, donc prendre tous les usages, regarder si là on n'est pas rentable, on peut retirer un usage, revérifier si on est dans les 10 ans, etc. Donc voilà, il y a toute cette notion de calcul, et donc c'est là où on voit l'intérêt de faire des études BAX avant de se lancer dans les travaux, bien sûr. Comme ça, on peut affiner le plus possible, et de toute façon, on est un peu obligé, sinon la rentabilité va s'écrouler, quoi. Donc tout ça pour dire que ce sont maintenant les économies d'énergie qui conduisent la rentabilité du projet, et non plus les financements qui permettaient d'avoir directement un apport, et donc qui rendaient rentable le projet. Maintenant que c'est moins le cas, ou voire pratiquement plus le cas, euh, c'est vraiment sur les économies d'énergie qu'il faut se concentrer et axer la stratégie de rentabilité. Et donc ça, c'est à l'échelle d'un bâtiment. Maintenant, Pierre va vous expliquer un petit peu notre point de vue sur comment est-ce qu'on applique ça à l'échelle d'un parc. Oui. Alors, on arrive à la fin du chapitre. S'il y a des questions, là, j'en vois pas dans le canal. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. On va prendre une minute et, euh, et on va passer au chapitre suivant. Sinon, on la reprendra après, hein, Oui, si on les besoin. reprendra après. Donc, comme le disait Florian, on voit que la clé du sujet, et ça l'a toujours été, mais c'était un petit peu masqué par les opportunités de financement, mais c'est la rentabilité, et du coup, c'est la trajectoire des critères tertiaires qui se veut à l'échelle multisite aussi. Pour nous, le décret BAX et les travaux, l'opportunité de travaux sur des GTB sur votre patrimoine, il doit se voir dans une stratégie énergétique globale. Ce qu'on constate, il y a quelques années, il y a 5 ans, quand on commençait à proposer ce genre de démarche et de suivi, on avait quelques clients qui étaient un petit peu en avance sur leur temps. On a l'impression et on constate aussi que ça s'est beaucoup démocratisé
et que la gestion d'un patrimoine multisite s'est énormément améliorée depuis 5 ans. Alors, il y a eu pas mal de facteurs externes, hein. Le renchérissement du coût de l'énergie, notamment, a beaucoup joué. Pour nous, le schéma directeur énergie, la stratégie énergétique globale à l'échelle d'un parc, elle se passe en 4 étapes. Donc, on commence en haut à gauche. C'est collecter, analyser les données. Bien sûr, c'est réaliser des agrégats de données qui sont à la fois patrimoniales et énergétiques, parce qu'il faut récupérer, on parle dans le décret tertiaire et dans le décret BACS de zones fonctionnelles, à quoi servent les locaux tertiaires dont on parle. C'est les données qui sont primordiales, hein, pour faire les études et les analyses de rentabilité. Il faut collecter les données énergétiques, bien sûr, de quelle consommation on parle, à quelle espérance et sur quel périmètre. D'avoir le plus de profondeur d'historique possible, histoire de mesurer le chemin qui est fait. Ça, c'est vraiment très décret tertiaire, hein, comme je le dis. Mais c'est toujours le fondamental de la démarche. L'analyse de ces consommations, c'est aller un cran plus loin. C'est d'aller déterminer à usage constant et à typologie de bâtiment constant quelles sont les dérives, on va dire, quelles sont la classification des bâtiments les plus vertueux et les moins. Et du coup, de mettre en place un ensemble d'indicateurs de performance énergétique, d'IPE, qui vous permettent d'aller classer vos bâtiments et du coup prioriser vos bâtiments dans les actions et les investissements que vous allez dépenser, à la fois en études et à la fois en travaux. C'est vraiment la brique de base. Et ensuite, vous avez la brique un peu plus fine, où vous allez pouvoir comparer des régulations si vous avez des capteurs ou des sous-compteurs qui vous permettent de les segmenter et suivre le confort, par exemple, puisqu'on ne le dira jamais assez, mais la performance énergétique, c'est de consommer moins à usage équivalent, c'est pas de limiter l'usage. Donc, c'est pas de baisser le confort, c'est de maintenir un confort choisi tout en baissant la consommation énergétique afférente. Une fois que vous avez ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez sur votre patrimoine multisite une capacité à croiser les données et à classer votre patrimoine, vous pouvez commencer à planifier. C'est-à-dire que vous allez dégager des trames de sites prioritaires, des éléments sur les sites, par exemple en comparaison de régulation, comparaison de confort, comparaison des moments de dérive sur chacun des sites en fonction des données que vous avez. Vous allez identifier des actions qui sont à proposer sur chacun de vos sites. Et du coup, vous allez construire un ensemble d'actions, en fait, hein, un ensemble individuel d'actions sur chacun de vos sites qui va composer ce qu'on appelle le schéma directeur énergie. Et vous allez peut-être avoir besoin de réaliser des audits ou des diagnostics énergétiques, ou BACS, on y reviendra, ciblés sur certains sites pour aller déterminer quelle typologie d'action. Donc, il y a vraiment 3 grandes catégories, hein. C'est la programmation, la sensibilisation ou les travaux. Programmation, c'est que vous allez modifier les paramètres des équipements existants pour les faire performer plus à usage équivalent. Sensibilisation, vous allez modifier l'usage des gens, des occupants de vos bâtiments pour améliorer la consommation en gardant la même qualité d'usage. Et travaux, vous allez changer les équipements, vous allez modifier les implantations ou les manières de faire du chauffage, de la climatisation, de la ventilation ou autre, pour, là encore, maintenir l'usage, mais gagner en économie. Sur ça, chacun de ces éléments, vous allez devoir calculer un gain, combien d'énergie, de quelle énergie vous allez réduire la consommation de votre bâtiment par an. Vous allez devoir déterminer un coût, combien ça va vous coûter de faire cette action. Et donc, vous allez pouvoir sortir une rentabilité par action et du coup, sortir des priorités d'action et du coup, des priorités par bâtiment. Et ensuite, il y a l'action, c'est-à-dire, nous, ce qu'on préconise, c'est d'aller en 2 temps. C'est un temps, ou ce qu'on appelle la vagune dans les slides suivantes, un temps d'action en quick win où vous allez vraiment faire la régulation, aller travailler sur les sites les pires, les sites où vous avez la signature énergétique, le comportement le plus mauvais, et du coup des axes de gains qui sont assez importants. Donc vous allez Là, pouvoir... c'est Ouais, plutôt les actions programmation et des tout petits travaux, quoi. c'est ça. Ensuite, il y a le BAC, c'est un peu, enfin, la mise en place d'une GTB ou d'un BAC, c'est un petit peu à cheval entre les travaux et la programmation. C'est que vous allez non pas changer l'équipement, mais changer la manière de le piloter. Du coup, vous avez un volume d'investissement qui est quand même significativement plus faible que de changer un équipement. Entre changer une chaudière et changer la régulation d'une chaudière, on est sur un facteur 10 quasiment de coût. Mais par contre, ça va vous permettre de générer des économies très significatives. Alors, moins significatives qu'en changeant l'équipement, mais quand même. Donc, c'est aussi pour nous, la Vagune, l'occasion d'aller déployer du BAC sur les sites sur lesquels vous avez le plus de dérives
Et ensuite, vous allez enclencher les travaux à fort investissement, soit par opportunité, parce que vous avez une rentabilité incroyable, soit une fois que vous avez accumulé suffisamment d'économies d'énergie pour pouvoir le financer ou valider la démarche. On n'en parlera jamais assez, mais un schéma directeur énergie ou une stratégie énergétique à l'échelle d'un parc, c'est quelque chose qui doit être suivi, qui doit être mesuré. C'est-à-dire que dans la partie planification, j'ai parlé de gains et de coûts à déterminer. Mais sauf que le gain et le coût théorique, c'est pas la réalité, c'est quelque chose qui est, alors c'est estimé, il y a un facteur de dérive possible toujours par le haut, par le bas. Et du coup, c'est extrêmement important de calculer la réalité des gains et la réalité des économies, et la réalité des coûts, pardon, pour pouvoir reboucler sur vos actions. Parce que si vous avez mis en œuvre une action sur un site et que vous vous rendez compte que le gain n'est pas le même, que le coût n'est pas le même, il faut mettre à jour l'intégralité de vos actions sur les autres sites, parce que peut-être que ça va faire changer la priorisation, soit de l'action, soit des bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qui est notamment possible sur Savvy, l'applicatif Adviseo, mais toute plateforme de suivi énergétique qui se respecte possède ce genre de fonctionnalité. Donc, c'est à la fois enrichir les plans d'action et à la fois suivre la performance via des méthodologies de calcul, alors IPMVP ou autre, hein, mais c'est mesurer une économie par rapport à la consommation attendue et la réalité de la consommation. C'est des choses qui sont vraiment indispensables. Et ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que c'est itératif, hein. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait Mm. les petites actions, après on refait une phase d'analyse, de collecte et d'analyse. Et ça permet là de replanifier. Est-ce que ça se replace sur le haut de la pile au niveau des travaux ou est-ce qu'au contraire on a réussi à les redescendre? Et donc c'est là où justement on peut s'interroger sur le déploiement BAX aussi sur la deuxième vague, quoi. Et donc, alors, on diverge, on dérive un petit peu autour du décret BAX, mais c'est important, c'est pour, pour lancer un schéma directeur énergie, vous êtes devant un sujet qui est extrêmement ambitieux. Vous êtes devant un sujet qui est très complexe, qui va impliquer énormément de services au sein d'une organisation sur un patrimoine multisite, à la fois local, les responsables techniques ou les occupants des bâtiments, à la fois global, le directeur financier, par exemple, qui va, qui va à un moment signer les investissements ou les études. Et du coup, il faut faire très attention à comment essayer de convaincre. Donc déjà, avant toute chose, il ne faut pas noyer l'auditoire. Vous avez un immense fichier Excel avec des centaines ou des milliers d'actions sur tous vos bâtiments. Ne présentez pas ça. Présentez plutôt des bouquets d'actions cohérentes et en fait des vagues. C'est ce qu'on dit, hein, faites des vagues d'actions où vous proposez de mettre en œuvre un certain nombre d'actions ou de typologies d'actions sur un certain nombre de sites en priorisant la rentabilité, c'est-à-dire en allant chercher les actions qui ont le plus d'impact énergétique pour le moins d'investissement possible. Plus vous êtes au début de la démarche, plus vous en avez. Et en fait, ça permet d'accumuler des économies qui, rentabilisent les investissements passés, mais aussi vont permettre de faciliter les investissements à venir. Et en fait, la capacité à engager des investissements plus lourds, un peu plus engageants, vous allez la déclencher dans votre organisation une fois que vous aurez prouvé la démarche à partir de la vague 1. Voilà. Et puis, on le répétera aussi jamais assez, mais un schéma directeur énergie, il faut un facilitateur, il faut quelqu'un qui, en interne, va actionner un petit peu les freins sur chacun des services, sur chacune des entités qui sont en charge de tel ou tel projet. Voilà, et nous, en tant qu'Adviseo, on est très à l'aise sur ce genre de démarche et on peut largement vous accompagner dessus si vous en avez besoin. Si on revient sur le BAX maintenant, la partie décret BAX, c'est pour nous sur du schéma directeur énergie et donc sur des actions multisites. Il va falloir identifier déjà quels sites sont assujettis selon les standards du décret BAX, c'est-à-dire les puissances de chauffage et ou de climatisation installées. Et sur chacun des sites assujettis, quelle est l'opportunité de rentabilité? On l'a dit, hein, Florent l'a dit tout à l'heure. TRI 10 ans, ça veut dire que si vous avez un usage qui est au-dessus de 10 ans en rentabilité, vous n'avez pas l'obligation réglementaire à l'intégrer à votre BAX. Par contre, vous devez le justifier, c'est-à-dire qu'il faut une note technique de calcul, il faut des devis contradictoires, il faut un ensemble d'éléments de conseils qui vous permettent de justifier que en cas de contrôle, mais c'est quelque chose dont vous pouvez vous détacher de l'obligation réglementaire. Donc, bien sûr, le temps de retour sur investissement, la manière de faire du BAX
Florian l'a dit, entre 10 et 50 euros du mètre carré pour un système de GTB. C'est parce que, il faut s'adapter aux installations existantes. C'est une chose de parler de mètre carré, mais c'est une chose surtout de parler de la réalité de vos sites et de chacun des sites sur lesquels vous faites l'étude. Et vous avez la granularité, on en a parlé, hein, mais est-ce que vous êtes classe A, classe B, classe C? Est-ce que vous mettez de la détection de présence? Comment vous allez enclencher la performance sur votre site? Ça dépend de ce que vous avez en place et de combien vous voulez mettre. Donc, c'est tout un travail d'estimer l'investissement, d'estimer le surinvestissement pour aller récupérer des subventions ou pas, et ensuite de faire gérer les travaux, déjà de les faire chiffrer et gérer par des entreprises en qui vous avez confiance. On le redit aussi en creux, mais on réinsistera dessus. Le pilotage à l'issue des déploiements, c'est indispensable. 55% des GTB installés dans le parc tertiaire aujourd'hui ne sont pas utilisés ou sont mal utilisés. Si vous faites installer une GTB sans l'utiliser, vous ne générerez pas d'économie d'énergie. C'est impossible. Une GTB, si elle n'est pas utilisée, elle ne sert à rien. Il faut avoir une solution de pilotage, soit en interne, soit en externe. Vous avez des responsables techniques ou des techniciens qui font ça très bien, et vous avez des energy centers qui peuvent le faire aussi, si jamais. Tout à fait. On a une question, on arrive à la fin du chapitre, donc Ouais, on a juste une question. question. Donc l'installation d'un système BACS à un moment donné, indépendante de l'état de vétusté de l'équipement, sera-t-il compatible lors du changement de l'équipement 10 ans plus tard, par exemple? Quelle est la durée de vie d'un système BACS? Alors, c'est une excellente question. Si je ne me trompe pas, Florian reviendra sur ça, mais pour moi, la durée de vie préconisée dans le cadre du décret BACS, c'est 15 ans. Et la durée de vie préconisée dans le cadre des C2E aussi, c'est 15 ans sur la GTB qui est installée, hein. Pour autant, ça, vous touchez un élément principal qui est vous installez une GTB sur par exemple une chaudière fuel haute température que vous avez sur votre site parce que c'est ce que vous avez au moment où vous le faites, vous n'avez pas assez d'argent pour la passer en un système plus moderne, plus récent et du coup plus efficient. En fait, tout dépend de la manière dont est fait la GTB et l'automatisme autour de votre chaudière pour qu'elle soit compatible lorsque vous changerez l'équipement. Et on peut faire exactement le même schéma sur des aérothermes, sur des radiateurs, sur des pompes à chaleur, enfin, voilà. Quel que soit l'équipement, une GTB, c'est un système qui va piloter des entrées et des sorties. Donc, c'est un système qui va se connecter à des interfaces d'équipement et qui va les enclencher, les déclencher ou récupérer l'information. Si c'est bien fait, si c'est anticipé, ça pourra être rétro-compatible avec de nouveaux éléments, de nouveaux équipements quand vous ferez le changement. Après, au bout de 10 ans, ça arrive quand même que, par exemple, les producteurs aussi de matériel ne produisent plus les matériels en question. Et donc après, ça devient compliqué parfois, ça devient compliqué de trouver des équivalents pour s'adapter, éventuellement pour trouver des cartes de communication qui s'adaptent. Parfois, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer toute la GTB pour autant. Exactement. Ça peut être, par contre, mais ça peut arriver quand même que les cartes de communication ou les UTL installés ne soient plus compatibles avec l'équipement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Mais potentiellement, il y a quand même des modifications à faire. Alors, on a une autre question, c'est comment identifier les sites assujettis? Alors là, Ah, j'en on ai est pas sur... parlé, c'est vrai. Ouais, vas-y. J'aurais pu en parler sur la partie décret BACS du début. Alors, en fait, c'est très simple, la règle est assez claire là-dessus, c'est de la puissance installée. Donc la puissance de chaud ou de froid installée. Donc c'est pas forcément dire que que vous l'utilisez ou pas, hein, c'est vraiment ce qui est installé sur le bâtiment. Et après, il y a des règles par exemple, deux chaudières en cascade dans une même salle, les puissances s'additionnent. Tous les systèmes thermodynamiques de votre bâtiment, les puissances s'additionnent. Voilà, il y a des règles comme ça. Donc c'est vraiment le système qui est installé. Si vous avez un réseau de chauffage urbain, c'est la puissance de votre échangeur. Voilà, il y a des règles de calcul comme ça. C'est vraiment défini par cette puissance qui est installée. Peu importe que vous l'utilisiez ou pas d'ailleurs. C'est pour ça que parfois vous allez vous retrouver avec des sites avec des chaudières en cascade un peu de secours, et ben, vous allez forcément dépasser le seuil d'assujettissement à cause de ça. Voilà. Exactement. Et tout ça, ça se calcule dans l'audit BACS. Et clairement, ça se calcule dans l'audit BACS en précis par site, mais ça peut Ouais. aussi se faire à distance. En fait, si vous avez Ouais. alors on reviendra sur tout ça, mais si vous avez des DEE ou en tout cas des récapitulatifs de vos équipements installés sur site, si vous avez un patrimoine Ah oui, multisite oui. très important, vous pouvez aussi le faire à distance, ou en tout cas faire on va dire un premier tri à distance
pour aller récupérer les puissances globales ou estimées sur vos bâtiments et déterminer si vous êtes a priori assujetti ou a priori non Ouais, assujetti c'est ça. pour faire un premier écrémage, quoi, on va dire. Mais ça, Ça c'est, dépend de l'état de votre inventaire, quoi. voilà, exactement. Ça dépend des données d'entrée que vous avez. Et c'est clairement un des éléments les plus difficiles sur un patrimoine multisite, c'est d'avoir suffisamment de données pour pouvoir anticiper les choses et ne pas avoir à faire des visites de chacun des sites pour déterminer l'assujettissement. Parce que là, pour Ouais, le coup, vous êtes sur un coût marginal qui est assez important. et d'ailleurs, très bonne Et transition avec la question ouais, voilà, suivante. Bravo. exactement. Vas-y, vas-y. Bah, la réponse est non. A priori, il n'y a pas de subvention pour le diagnostic d'installation. Pas que je C'est sache, ça. en tout cas. En fait, on va préciser là-dessus, mais il faut vraiment distinguer deux sujets. Vous avez ce qu'on appelle l'audit ou le diagnostic BAX, qui est la prestation de conseil autour de votre installation à venir BAX. Donc, c'est un expert d'Adviseo ou d'autres, hein, mais qui va venir vous dire, selon lui, quel équipement, quel type de régulation, quelle granularité, quelle finesse dans la régulation il vous préconise d'installer par équipement pour aller chercher la classe la plus adaptée, la rentabilité la plus importante. Ça, c'est vraiment le diagnostic BAX ou l'audit BAX et ce n'est pas subventionné. Et ensuite, vous avez le devis de l'intégrateur qui est très souvent gratuit, ça se discute, mais qui est très souvent gratuit, mais qui en fait doit être cadré. On y reviendra largement dans la partie suivante. Mais le devis de l'intégrateur, si vous ne lui précisez pas votre attendu, le niveau de service que vous attendez, le niveau de qualité que vous voulez, vous aurez une variabilité des prix entre 10 et 50 euros du mètre carré, voire plus, comme le dit Florian, parce que chaque intégrateur va faire ce qu'il pense juste, en toute bonne foi, hein, mais qui ne correspond peut-être pas soit à votre niveau d'investissement possible, soit à votre niveau de qualité cible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et donc, Et encore donc une la fois, une transition transition. parfaite. Fort en transition. Sur concrètement, comment on fait ça? Donc maintenant, on a identifié ok, les sites en fonction des vagues qu'on voulait faire. Et donc là, on essaie de se demander comment est-ce qu'on fait concrètement pour lancer les travaux et les mener à bien. Donc la première étape, c'est de définir, comme vous le disait Pierre à l'instant, le cahier des charges, donc le CCTP. Pour nous, parce que ça passe par un audit BAX. Donc là, vais essayer de vous résumer les étapes de cet audit. Donc, la première étape, c'est la visite sur site. Et là, on récupère toutes les informations, on regarde les zones fonctionnelles, on va y revenir, tous les équipements. D'ailleurs, on a mis équipements prioritaires, mais en fait, non, on identifie oui, tous les équipements et après pour définir une priorité. Et la faisabilité technique, donc là, on va regarder les protocoles de communication. Est-ce que c'est pilotable? Oui, non, si oui, comment, etc. Donc là, il y a toute une étape de recherche sur les équipements, d'identification et de recherche sur les équipements, pour après construire le reste du rapport. Ensuite, il y a la partie sur le comptage, donc là, toute cette partie, donc zone fonctionnelle, donc vous le savez probablement, zone fonctionnelle, c'est défini comme étant une zone où les usages sont cohérents, quelque chose comme ça, j'ai plus l'intitulé exact. En tout cas, voilà, il faut définir, c'est pas très bien défini, c'est pas très bien, comment dire, c'est libre d'interprétation. Et c'est vrai que ça peut porter, c'est pour ça que je dis un comptage bien dimensionné, parce qu'on peut se retrouver avec des différentes stratégies de comptage et qui vont impacter le prix. Typiquement, après, il faut placer la jauge de. Ouais, on peut être plus ou moins zélé dans l'application du décret. C'est-à-dire que, est-ce que le petit bureau qui va être au fond de l'entrepôt, ou la guérite ou de réception du matériel, est-ce que ça compte comme un bureau, donc la zone fonctionnelle bureau, ou la zone fonctionnelle entrepôt? Voilà, donc là, il y a une réflexion à faire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher? Parce que techniquement, ça veut dire d'aller tirer du câble jusque là-bas, juste pour un petit usage. On se doute bien quand même que c'est pas très intelligent de faire ça. Et parfois est-ce que sur un tableau, un grand tableau de divisionnaire sur lequel il y a juste une petite partie bureau avec une partie de l'éclairage bureau dans le départ général éclairage, une partie du départ général chauffage où il y a un petit peu de chauffage bureau, est-ce que ça vaut le coup de tout recabler pour juste sous-compter ça? Voilà, il y a toute cette notion de comptage qui peut faire largement varier le devis, donc c'est important de bien le dimensionner. Et à l'inverse, le surcomptage aussi, on se retrouve avec des immeubles haussmanniens où tous les usages de tous les étages sont sous-comptés en local.
Donc, on se demande qui va regarder ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller aussi loin dans le détail. Voilà. Ça fait partie de l'audit BACS. Et clairement, je rebondis sur les zones fonctionnelles, mais dans le décret tertiaire et dans le décret BACS, il y a une marge de manœuvre sur la zone fonctionnelle. Florian, les exemples qu'il donnait sur les bureaux un petit peu décentralisés ou adossés à des éléments un peu plus larges sont très caractéristiques de ça. Et en fait, on peut aller sur l'espace, mais on peut aller aussi sur quel équipement traite la surface. Si on reprend l'exemple du bureau, vous avez un entrepôt immense avec un petit bureau à côté qui est traité par une boucle d'eau chaude unique. Et en fait, que vous vouliez segmenter la consommation de cette zone fonctionnelle ou pas, vous ne pourrez pas. Parce que c'est le même équipement, le même élément de l'équipement qui traite le chauffage des deux zones. Et du coup, à part faire une répartition un petit peu au mètre carré ou des choses comme ça, vous n'arriverez pas à faire une segmentation de la consommation d'un côté et de l'autre. En tout cas, vous aurez du mal. Voilà, donc il y a un curseur à placer, et donc normalement, c'est le rôle de l'audit de définir ça avec vous. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, il y a quand même le fait d'intégrer des recherches de financement. Hein. J'ai bien dit que c'était très différent et que c'était pas obligatoire, mais pour autant, il faut en profiter quand elles existent, ces opportunités. Donc là, aller définir les différentes classes potentielles, aller chercher des classes un petit peu supérieures, c'est tout à fait possible et c'est même indispensable d'aller étudier ça en tout cas. Et ce qui nous amène après à identifier les scénarios. Donc là, je pense que c'est indispensable quand on fait un audit de proposer aux décisionnaires des scénarios. Donc là, on se retrouve avec des scénarios un peu par brique, alors 2 ou 3 scénarios, on va dire. C'est comme ça qu'on fait nous en tout cas, avec un petit peu des scénarios en entonnoir. Donc le premier, ça va être aller chercher des subventions. Donc là, aller chercher de la classe, combien ça coûte, qu'est-ce que ça implique. Après, un scénario un peu plus, on va dire, basique. Donc on reprend interopérabilité totale. On va prendre tous les équipements, combien ça coûterait d'aller chercher tous ces équipements, qu'est-ce que ça implique en termes d'action. Et le dernier scénario, donc là c'est un peu plus, allez, vraiment bien faire attention sur le TRI, de retirer tous les usages non indispensables. Et là voilà, donc des scénarios après qu'on peut moduler. Mais je pense que c'est indispensable de faire ce scénario par brique avec un petit peu une brique centrale et après on peut rajouter en fonction des besoins ou des spécificités du site ou des clients, quoi. Avec tout ça, on arrive à un CCTP précis. Et donc on peut transmettre à un intégrateur. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve, si on n'a pas ça, en fait, on se retrouve avec des GTB neufs. Là, on le voit encore sur le terrain, hein, des GTB neufs ou des devis même de GTB à venir qui ne répondent déjà pas au BACS. Parce que pas de zone fonctionnelle, parce que pas d'alerte, parce que pas d'interopérabilité. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et alors, peut-être que c'est un peu la force de l'habitude qui s'applique, je sais pas. Mais voilà, il faut faire attention à ça, il faut être ou alors être accompagné. Et parfois, alors c'est un peu le contraire, c'est que le CCTP va être conforme, mais après, au fil des travaux, c'est le client qui va demander à rogner un petit peu. Et à la fin, on se retrouve à plus respecter le décret BACS. C'est ce que je voulais dire par là. Le message d'après, c'est. Alors là, on a essayé de vous faire un petit graphique, alors qui n'a valeur que de nos expériences. Hein. On essaye un petit peu de classifier. Là, c'était pour vous dire qu'un peu en fonction des équipements, finalement, il y allait y avoir des scénarios qui allaient un petit peu se dégager tout seuls. En tout cas, c'est notre point de vue. Donc là, on voit en abscisse les gains et en ordonnée les coûts. Alors, l'échelle, c'est presque un classement. Bon, ça reste des euros, finalement. Donc, c'est à droite, plus on va à droite, plus il y a de gains. Et plus on va en haut, plus ça coûte, évidemment. Et de classer ça en différentes catégories. Alors, le côté chaudière, départ secondaire, tout ça, bon, de toute façon, c'est un peu indispensable. C'est la colonne vertébrale d'un bac, c'est s'il y en a sur le site. Après, on a un petit peu ce qui est facile, ce qui est a priori pas très cher à aller raccorder, qui rapporte pas mal et qui, d'ailleurs, on peut aller facilement chercher de la classe sur ce genre d'équipement, de la classe supérieure. Le jaune, on va dire que c'est à discuter, c'est vraiment en fonction des bâtiments, ça peut coûter soit très cher ou pas, mais voilà. Il n'y a pas de réponse évidente. Et à gauche, alors voilà, pour nous, il y a des gains qui sont quand même assez faibles. Donc, c'est pas forcément intéressant d'aller les chercher. Après, ça peut dépendre des spécificités des sites ou de vos besoins, on va dire théoriques, un petit peu spécifiques à vos stratégies carbone éventuellement, je ne sais pas. Ou des équipements qui sont déjà très performants. Enfin, on peut avoir par exemple des nappes d'éclairage qui ont déjà de la détection de présence. Vous n'avez pas beaucoup de travail à faire pour leur accorder un BACS. Alors que si vous avez Voilà. juste des interrupteurs, là, vous avez un travail qui est démentiel. Ouais.
Après, sur cette notion de rentabilité, typiquement sur les éclairages, s'ils sont déjà sur détection, il n'y a aucun retour sur investissement possible en l'occurrence. Mais c'est vrai que ce serait. Et oui, effectivement, si tout est centralisé au même endroit, bon, bah là, c'est vrai que ça coûte pas forcément très cher d'aller les chercher. Ça dépend, voilà, ça dépend quand même beaucoup du site. Mais voilà, on a essayé de mettre ces petites catégories-là pour vous donner un ordre de grandeur, en tout cas selon nous. Ouais, juste, il y a une question que je prends maintenant parce elle va être obsolète tout à l'heure. C'est Ouais. les unités en abscisse et en ordonnée. Alors, il n'y a pas d'unité, c'est une régression, quoi. Si vous voulez, c'est juste entre 0 et 6 le gain et entre 0 et Hmm. 6 le coût. Et on n'a pas voulu s'engager sur un coût et sur un gain parce qu'on sait à quel point ce genre de données Ouais. OK, elle est demandée, mais en fait, c'est très variable selon les équipements et selon les systèmes et selon les emplacements, les usages. Et du coup, on ne peut pas vous donner un coût moyen ou un gain moyen sur ce genre d'action. Ce qu'on peut vous donner, c'est en fait le croisement de l'un avec l'autre, c'est-à-dire la position sur la grille, quoi. Comme l'a dit Florian, plus c'est à droite et plus c'est en bas, on va dire, dans la linéaire, et plus c'est efficace à faire, plus c'est en haut dans la linéaire et moins ça l'est, quoi. Dans cette zone-là, c'est difficile à rentabiliser. Dans cette zone-là, c'est très facile. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Voilà, c'est vrai que c'est ce genre de schéma, ça peut, on peut Et, en parler et longtemps parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de possibilités différentes, ça dépend beaucoup des ouais, sites. Là, l'idée, c'était vraiment de faire ces ordres de grandeur et d'avoir tout à fait. des catégories. Et on parle des gains au sein même de l'usage, on ne parle pas des gains sur le bâtiment complet. C'est-à-dire que, enfin, il y a une question là sur les VMC. La VMC, ça consomme 0,1% de la consommation totale du bâtiment. On ne va pas faire un gain sur la consommation totale finale Oui, du c'est à bâtiment, l'échelle de mais sur l'équipement. l'usage VMC, enfin, ventilation. C'est vraiment un graphique qui vous permet d'illustrer la pertinence a priori de récupérer tel ou tel équipement. C'est pas du tout pour vous dire voici le gain ou voici le coût de telle Ouais. démarche. Je crois qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Ouais, Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, l'importance de cadrage. Donc là, on a notre CCTP, on le fournit aux intégrateurs. Donc, le point 1 ce dont je voulais vous parler ici, c'est l'importance, à mon avis, de faciliter la prévisite, donc de pouvoir même les inciter à faire des visites. Ce sera toujours plus fin, même avec un électricien, enfin, en tout cas la personne qui va faire la partie électrique, parce que c'est des choses qu'on peut difficilement voir via un audit, ça, les coûts des travaux électriciens. Donc ça, je pense que c'est important de faciliter ça. Ensuite, une fois qu'on a reçu les devis, donc là, toute cette phase d'analyse, donc l'importance de la MAO, parce que donc il s'agit maintenant de bien vérifier que tout ce qu'on a demandé se trouve bien dans le devis, et ça, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc les équipements, les comptages, de pas du surcomptage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et là, je mets exigence relative, donc il y a aussi cette partie-là. On peut demander, je pense, l'analyse fonctionnelle. Donc là, ça va plutôt être pour voir si les fonctionnalités minimum sont bien appliquées. Et une table de points, voilà, c'est le top pour se rendre compte à quel point, pour se rendre compte de la GTB qui va être installée, quoi. Et ça, voilà, donc une fois qu'on a analysé ça, on comprend un petit peu mieux parfois cette variabilité des prix qu'on avait vu tout à l'heure, qui s'explique parfois via les fonctionnalités qui sont plus ou moins perfectionnées ou des sous-comptages plus ou moins nombreux ou inutiles. Et puis, bon, il y a toujours une partie qui ne s'explique pas, hein, ça peut. C'est comme un peu tous les travaux, mais là, en ce moment, il y a des notions de timing serré avec une grosse demande sur le marché qui peut parfois expliquer cette variabilité des prix aussi. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, donc là, on arrive sur la partie de travaux une fois qu'on a signé, on a trouvé notre intégrateur, on signe le devis. Les travaux, bon, on va pas en parler, c'est pas des gros travaux généralement, en tout cas, c'est pas des travaux qui sont très perturbants. Ça se passe beaucoup dans les armoires. Mais bon, il faut quand même les suivre. Et la mise en service, par contre, c'est là où c'est le plus important. Donc, bien vérifier à la réception, est-ce que les fonctionnalités sont respectées, les équipements, etc. Voilà, ça, il faut bien faire le tour. Et le paramétrage. Donc là, vérifier, c'est plus technique et c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller vérifier ça, mais cette table de correspondance, hein, donc c'est vraiment crucial. Vérifier qu'elle est bien appliquée et qu'elle est disponible aussi. Et enfin, donc c'est souvent là où le bas blesse, les DOE, c'est souvent la partie qui est, on va dire, un peu sacrifiée quand on manque de temps à la fin et qu'on veut accélérer le projet, mais pourtant c'est crucial. Donc c'est crucial parce que
souvent, vous vous en êtes rendu compte, j'imagine, les GTB sont vendus maintenant comme étant ouvertes, reprenables, etc. Mais par contre, vous avez rarement des entreprises qui s'engagent à reprendre une GTB existante telle qu'elle. Et pourquoi? Eh ben, c'est souvent parce que manque de DOE. Donc, voici, à notre avis, quelques DOE qui sont à exiger et à conserver, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la durée de vie d'un BACS, mais il faut bien conserver les codes administrateurs pendant 10 ans, ça c'est super important. Voilà, copie de la station initiale, code administrateur, et bon, note justificative, ça c'est plus administratif, mais quand même. Voilà, tout ça, il y a peut-être un effet pernicieux des financements au début qui ont fait que tout a dû aller très vite. Des projets donc n'étaient pas forcément très bien réceptionnés, très, très bien documentés. Et ce qui explique potentiellement le fait qu'on a un pourcentage élevé de GTB mal utilisés aussi, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça explique pourquoi elles sont difficilement reprenables. Donc, il faut vraiment faire attention au DOE, c'est le message de cette slide. Et après, je mets le lien avec l'hyperviseur. Ouais, vas-y. Et ouais, du coup, on répond à la question de M. Yacoubi sur le protocole des GTB qui permettent de garder la main. C'est en fait, quelle que soit la GTB, le protocole et le système qui a été installé, si vous avez les éléments qu'on liste là dans les DOE, avec le devis initial et du coup la liste des points et le synoptique, ou l'analyse fonctionnelle, vous arriverez à réutiliser ce qui est réutilisable et pas obsolète dans 5 ans, dans 10 ans. Par contre, si vous perdez ces éléments-là, rien ne sera reprenable, même si vous avez un protocole ouvert. En tout cas, vous allez avoir besoin d'un très gros coup de reprise pour le récupérer. Donc, c'est souvent pas intéressant. Et après, je dis donc permettre. Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, non, pardon, oui, mais quand on parle de lien avec l'hyperviseur, on le met ici, mais Ouais. pour paramétrer un lien entre un système d'automatisme sur place, une GTB, et un hyperviseur, vous avez un processus d'échange. Vous avez ce qu'on appelle une mnémonique, une nomenclature de points, ou quelque chose qui vous permet de faire la jonction entre l'hyperviseur et l'automate. C'est très important de le garder et de le garder documenté parce que, si vous voulez ajouter un site sur votre hyperviseur, vous aurez besoin de respecter la même nomenclature. Et deux, ce qu'on dit toujours, c'est une GTB installée ne génère pas d'économie si elle n'est pas utilisée. On le dit, on le redit, on le redit. Et pour nous, un hyperviseur, c'est la manière la plus simple, la plus efficace et la plus résiliente d'utiliser et de maintenir utilisée une GTB installée neuve, ou en tout cas reprise. Surtout que si vous la faites en phase travaux, c'est-à-dire si vous concevez votre GTB avec une connexion à un hyperviseur, le surcoût est vraiment marginal. Par contre, si vous devez reprendre l'intégralité de vos automates pour qu'ils soient compatibles avec un hyperviseur plus tard, le coût est très très important. Et j'en profite juste Ouais. pour la partie. On parle hyperviseur, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est de la partie comptage et analyse qui déjà, si elle est faite en local, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si elle est faite en local, voilà, il y a cette notion de qui va aller regarder ça est pas forcément évidente. Donc là, l'hyperviseur qui en plus prend cette partie consommation et analyse en charge, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Ça permet de comparer et d'aller plus loin. Bon, là, vous avez des captures d'écran. Je vais aller vite parce que le temps file, mais de ce qu'on appelle, nous, l'hyperviseur cockpit. Donc, c'est des captures d'écran d'un système multisite qui permet d'accéder. Donc là, avec tous les sites qui sont intégrés sur l'hyperviseur, là, vous avez la vue plan qui est toujours la vue la plus utilisée sur une chaîne de magasins qui vous permet d'aller regarder chacune des sondes de mesure des équipements. Et en dessous, vous avez la partie spécifique zoom sur un équipement. Bon, là, c'est un split dans un multi-split sur une zone de bureau où vous avez un pad de contrôle qui vous permet d'aller modifier les températures d'hiver, d'été, de réduit, d'occupation, d'inoccupation avec plein d'autres fonctionnalités. Si on aborde la conclusion dans la minute qui nous reste, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était que le monde du financement autour de la GTB a changé depuis l'année dernière. Et du coup, pour nous, le point d'orgue, c'est de réconcilier la gestion technique du bâtiment, le BACS, avec le management de l'énergie. Le sujet, c'est le décret tertiaire, c'est les économies d'énergie, c'est la trajectoire énergétique de vos sites. Il faut absolument arriver à faire les deux ensemble. Et du coup, pour nous, la fonction décret BACS et les modifications, les travaux sur la GTB doivent se faire dans le cadre d'une stratégie globale, donc un schéma directeur énergie ou autre chose. Faites attention à une première vague rentable qui permet d'engager tout le monde dans la démarche et d'enclencher le sujet. Et ce schéma directeur doit être tenu dans le temps
est suivi parce que ça permet de maintenir la démarche cohérente et stable. Et Savvy ou autre permet de suivre ce genre d'éléments. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que la GTB hyperviseur, hein, cette partie analyse compte aussi. Dans la suite de la conclusion, il y a la partie rentabilité, on en a parlé évidemment, mais donc la rentabilité qui vient des économies, ça devient l'argument principal pour convaincre d'amorcer les travaux GTB, ça c'est le point clé d'ailleurs pour nous. Donc tout ça, ça se passe avec une démarche cohérente. On va dire à l'échelle du site, ça passe par une étude de rentabilité par usage. Donc, rentabilité par usage, hein, on leur dit, mais c'est comme ça que vous atteindrez des rentabilités intéressantes. Et encore une fois, la classe A ou la classe B ne sont qu'une opportunité de financement. Ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas une obligation, mais si c'est possible, il faut y aller à fond. Et enfin, donc le dernier point, c'est quand même de ne pas perdre de vue qu'à la fin, il faut quand même répondre au décret BAX. Il ne faut pas juste avoir une GTB. Et là, on a mis trois écueils un peu qu'on retrouvait le plus. Donc, c'est le trop classique, avoir donc, une réponse trop classique. Donc là, on a une GTB de base, avec une classe A, sans prendre en compte le décret BAX ni la rentabilité. Paf, on met ce qu'on sait faire de mieux dessus, ce qu'on fait souvent sur des gros sites, etc. Bon, on se rend compte que c'est plus possible maintenant. Le trop bon élève, là, j'en ai parlé un petit peu sur les zones fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on va faire de la conformité avant tout, on ne va pas trop réfléchir à la rentabilité, ni aux économies d'énergie, on va pas trop parler des usages, là, c'est vraiment, on va respecter à la lettre des CREBAX, mais ça, voilà, on se rend compte que c'est pas possible non plus, en tout cas, c'est souvent pas le plus intelligent à faire. Et enfin, un petit peu à l'inverse, il ne faut pas non plus être trop souple, parce que, bon, bah, voilà, à force, on ne respecte plus, on sait très bien de se concentrer sur les usages, et les économies d'énergie, mais il faut quand même faire un minimum d'efforts pour respecter le décret BAX et parfois d'aller chercher, même si on est pile à la limite de rentabilité, c'est comme ça, il faut quand même aller se conformer au décret BAX et les exigences minimum d'interopérabilité, de comptage et de mesure. Merci Voilà. beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on va on va reprendre quelques minutes pour répondre aux deux questions qui nous sont arrivées. Si vous en avez d'autres, dépêchez-vous de les écrire. On les traitera tant qu'il y en aura. On a une première question, c'est dans le cadre de l'intéressement avec un exploitant qui a la main sur la GTB. Alors, c'est une question très précise, mais malheureusement, elle dépend des conditions de votre intéressement et de votre contrat de performance énergétique. Tout dépend ce que vous avez convenu avec votre exploitant à la signature du contrat et du coup de quel périmètre il est responsable et sur quel périmètre il s'engage. Mais en substance, c'est pas parce que vous avez un contrat d'intéressement avec un exploitant que, vous pouvez pas le challenger sur la tenue de contrat ou la tenue des investissements qu'il vous a promis dans le cadre de ce contrat. Et deux, il est toujours possible de faire évoluer le contrat en discutant d'un surinvestissement sur de la GTB que vous voulez un peu plus précise ou un peu plus utilisable. C'est des choses sur lesquelles ils sont très ouverts. Maintenant, il faut aborder le sujet en transparence avec eux, mais ça dépend vraiment de votre contrat avec l'exploitant. Et enfin, il y a une dernière question, c'est quels sont les cas de non-obligation? Alors, j'imagine de non-assujettissement d'un usage dans le cadre du décret BAX. Déjà, à l'échelle du bâtiment, peut-être. Ouais, c'est ça. La première étape, déjà, vous avez l'assujettissement d'un bâtiment tertiaire en entier, comme l'a dit Florent tout à l'heure, par rapport à sa puissance installée en chauffage ou en clim. On prend le plus gros des deux. Ça, c'est vraiment c'est l'assujettissement, oui ou non, au décret BAX. Et une fois que vous êtes assujetti au décret BAX, vous avez par usage une méthode de calcul qui est proposée dans le décret qui permet de calculer le temps de retour sur investissement de la mise en place de votre BAX. Donc, c'est un calcul, tout bonnement. Et une fois ce calcul réalisé, le décret vous impose de présenter, d'opposer 3 devis sur lesquels vous voyez le coût. Je crois que c'est 2, mais oui, 3. Oui, peut-être 2. En tout cas, 2 ou 3. J'ajouterais quand même ce qui est possible de faire aussi en 2 temps, la phase calcul, mais je pense qu'avant, on peut se permettre de faire de la rentabilité, un calcul de TRI un peu logique. J'en parlais tout à l'heure sur l'éclairage, typiquement, s'il y a de la détection de présence partout dans le bâtiment, eh bien, toute logique, on n'aura aucun gain à aller mettre une GTB parce qu'on ne fera pas mieux que de la détection de présence, pardon. Enfin, on n'a aucun gain à aller câbler cet usage, quoi. Aller chercher l'usage éclairage s'il est déjà sur détection de présence. Dans toute logique, on n'a même pas besoin de le calculer, c'est logique, on ne fera pas de gain. On peut avoir cette notion un petit peu de rentabilité logique associée, je pense. Mais de toute façon, dans le cadre de l'audit BAX, ou en tout cas des travaux que vous faites, si vous excluez ou si votre
si votre prestataire exclut des usages, il faut absolument avoir une note de calcul qui respecte les principes du décret BACS, mais enfin, c'est rien de très compliqué, hein, c'est juste un calcul de rentabilité avec quelques hypothèses imposées. Et comme le disait Florent, en fait, si vous constatez qu'un usage va faire 0 gain, en fait, sur un usage, vous allez faire 0 gain, bah, vous multipliez n'importe quoi par 0, ça fera 0, vous n'aurez pas de rentabilité. Voilà. Donc, vous excluez de fait cet usage de votre périmètre assujetti. Mais après, c'est quand vous êtes dans des cas un peu plus complexes que celui-là, ce qui arrive souvent, c'est preuve de calcul plus 2 devis à minima, comme le dit Florent. Après, personnellement, j'ai pas encore vu de site où vraiment la rentabilité globale du site était mise en question et où vraiment on arrivait à la conclusion qu'il fallait rien installer sur le site. C'est quand même, je pense que là, il faut vraiment y aller sur les temps de retour sur investissement, avoir des sites très particuliers pour que ça arrive. J'ai pas encore vu ça. Oui, sachant on le redit, mais c'est pas de la classe A. C'est-à-dire que Ouais, ça. le décret BACS n'impose pas d'aller vraiment sur de la finesse absolue. On peut faire des choses comme vous l'a montré sur les tableaux de rentabilité par équipement là, qui vous a fait beaucoup réagir. Vous pouvez aller sur l'usage chauffage, mais aller très macro, vraiment sur l'unité de production et la distribution principale. Et en fait, vous serez compatible décret BACS, vous ferez ce que demande le décret BACS, mais vous aurez un système très simple. Par contre, vous n'aurez pas de financement, clairement. Eh bien, Voilà, merci beaucoup. j'ai plus de questions. Et on vous souhaite une très bonne journée. On espère que ça a approfondi un petit peu votre compréhension et votre démarche autour du décret BACS et du décret tertiaire. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.